À 3h14 du matin, le radar de la raffinerie de Ryazan a capté un fantôme. L'opérateur de garde a cligné des yeux, persuadé que ce n'était qu'un stupide vol d'oiseau ou un simple bug d'affichage des tours de craquage. Après tout, Ryazan se trouve à 180 km de Moscou, en plein cœur de la zone prétendument intouchable. La logique des boss finaux russes était simple. Pour oser frapper ici, un intrus devait traverser plus de 500 km de l'espace aérien le plus cheaté de la planète. Il fallait esquiver les redoutables batteries S-400, passer les gardes frontières, et survivre au mur de brouillage électronique de la capitale. Sans parler des systèmes de défense ultimes, censés protéger ce donjon stratégique énergétique. Selon les statistiques, c'était mathématiquement impossible. Mais devinez quoi? Les maths ont menti. Ce petit clignotement à l'écran n'était pas un pigeon c'était un drone d'attaque à longue portée Liuchi. Un vulgaire oiseau en aluminium à bas coût, propulsé par un moteur de 50 chevaux. Voulant des mécaniques à 150 km/h, à peine 30 mètres au-dessus des arbres. Ce petit gars se moquait bien des fameux missiles S-400. Pourquoi? Parce qu'ils volaient sous leur ligne de vue, l'attaque furtive parfaite. Il se fichait aussi du brouillage, car son système de guidage trichait avec une intelligence artificielle visuelle. Il lui suffisait de comparer la silhouette de la tour de distillation avec une simple image satellite dans sa mémoire. L'opérateur a soudain compris sa bourde monumentale. Exactement 4 secondes trop tard. La physique d'une raffinerie ne pardonne aucune erreur de niveau 1. Toute cette immense structure fonctionne comme un seul organisme géant sous haute pression, conçu pour transformer l'or noir en carburant. Et au cœur de ce boss de raid se trouve l'unité de distillation principale. Une immense colonne d'acier de 50 mètres de haut, où le pétrole bout à 370 degrés Celsius. Si vous détruisez cette colonne, le donjon s'effondre, game over. Impossible de rediriger le flux. C'est le point faible absolu. Les stratèges ukrainiens avaient analysé ce point vital, bien mieux que les créateurs de la raffinerie eux-mêmes. Ils n'ont même pas daigné regarder les cuves de stockage. Certes, ça fait de belles explosions pour les caméras mais les ennemis respawnent trop vite. Non, ils ont visé le cœur du réacteur. À 3h14 et 12 secondes très exactement, le drone Liuchi s'est fracassé contre le tiers supérieur de l'unité de distillation AVT6. La charge explosive de 50 kg n'a pas fait que rayer la peinture. Elle a percé le blindage thermique comme du beurre et a explosé directement dans la chambre à vapeur. Coup critique, la colonne s'est déchirée, libérant des centaines de tonnes de gaz brûlant. En une fraction de seconde. Ce n'était pas juste une belle boule de feu. C'était l'arrêt cardiaque total du système vasculaire de l'usine. L'opérateur transpirant a vu tous ses compteurs tomber misérablement à zéro. Tandis que le ciel nocturne virait au orange feu. Ryazan, la 3e plus grande raffinerie du pays, venait d'être effacée de la carte. Et ce n'était même pas un cas isolé. C'était juste le tutoriel d'une campagne synchronisée qui allait totalement casser l'économie de cette guerre. Pendant tout l'été et l'automne 2025, les planificateurs ukrainiens ont détruit le réseau de carburant russe pièce par pièce. Avec une arme qui coûte moins cher qu'une voiture familiale d'occasion. La logique stratégique était absolument cruelle. Une raffinerie moderne coûte des milliards à construire et des années à réparer. Surtout quand les sanctions bloquent la boutique d'objets occidentaux. Et le drone qui a causé tout ce chaos? Environ 35 000 misérables dollars. Voilà la véritable asymétrie de la guerre moderne. Le plus gros cheat code jamais inventé. La Grande Russie claquait des millions en missiles surpuissants, juste pour abattre des drones low cost. Le ratio gacha était désastreux. Et quand l'attaque ratait, paf, des centaines de millions d'infrastructures partaient en fumée, comme un boss qui rate son esquive. Dans les semaines suivant la fraude de Ryazan, des fantômes taquins ont commencé à spawner sur les radars de leur cœur industriel chaotique. À Novokuibichsk, à près de 900 km de la frontière ukrainienne, le même bug dans la matrice s'est répété. Les attaques s'enchaînaient avec une précision tellement terrifiante qu'on aurait dit un aimbot. Les pauvres opérateurs du site se croyaient hors de la zone d'aggro, misant tout sur la simple arithmétique de la distance. Mais l'Ukraine avait secrètement débloqué l'amélioration de portée de ses drones kamikazes, dépassant les 1000 km. Coup dur. Résultat,
Toute la Russie européenne s'était transformée en un gigantesque buffet à volonté rempli de cibles juteuses. Cette rate sur Novokuybishevka a révélé une énorme faille de niveau 1 dans leur arbre de compétences de défense antiaérienne. Leur fameux système Pantsir S1 posait un bouclier d'à peine 20 km, parfait pour protéger un seul PNJ à la fois. Sauf que la Russie, c'est des dizaines de raffineries, des centaines de dépôts et des milliers de kilomètres de tuyaux. Oups. Leur inventaire manquait cruellement de Pantsir pour couvrir toute la map. Erreur de gestion de guilde classique. Pour buffer la défense de Novokuybishevsk, l'armée russe devait littéralement déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il leur fallait retirer leur tourelle magique directement des lignes de front enflammées en Ukraine. Ce qui laissait leur précieux tank en mode chair à canon face aux redoutables missiles HIMARS et Storm Shadow. C'était le choix cornélien par excellence. Un vrai dilemme sans aucune bonne réponse pour passer au niveau suivant. S'ils mettaient un bouclier sur les raffineries, la ligne de front risquait le game over instantané. Et s'ils protégeaient la ligne de front, les raffineries se transformaient en méchouis géants. Lors d'un mardi matin ensoleillé à la fin de l'été, le destin a choisi à leur place avec un sourire moqueur. Deux petits drones furtifs ont pointé le bout de leur nez au sud de l'usine de Novokuybishevsk. Utilisant la Volga comme un passage secret en mode furtif, ils ont complètement annulé leur signature radar. Le commandant local de la défense a bugué, incapable de savoir si ces signaux étaient des alliés perdus ou une mort imminente. Une microseconde de lag et bam, le premier drone a pulvérisé le cracker catalytique. C'était l'unité d'artisanat de niveau maximum, celle qui craftait leur précieuse essence à haut indice d'octane. Le 12e a fait un petit 360 dans les airs pour frapper le centre de contrôle, rendant l'usine totalement aveugle face aux flammes. L'impact économique de cette déconnexion brutale du serveur Novokuybishevsk, immédiat et franchement piquant. Car cette usine ne fabriquait pas juste du carburant pour les petites voitures des civils inoffensifs. C'était le point de ravitaillement principal en gasoil pour toute la chaîne logistique de l'armée russe. Et une seule division blindée en mode attaque crame jusqu'à 250 000 litres par jour. Un vrai gouffre à mana. Sans ce doux nectar, leur légendaire char de combat T-90 n'était plus qu'un presse-papier de 50 tonnes. Très déco, mais inutile. En détruisant les chaudrons magiques de Ryazan et Novokuybishevsk, l'Ukraine mettait littéralement la machine de guerre au régime sec. Les moteurs hurlaient famine des centaines de kilomètres avant même que le carburant ne puisse rêver d'atteindre la ligne de front. Les mathématiques de leur logistique ont commencé à planter, affichant des erreurs fatales en boucle. La Russie nageait peut-être dans une mer de pétrole brut, mais on ne fait pas avancer un tank avec de la gadoue noire. Il faut le raffiner, c'est la règle de base de l'alchimie militaire. Avec leur tour de distillation transformé en art contemporain de ferraille tordue, ils ont dû commencer à importer de l'essence raffinée. Et devinez à qui ils devaient mendier? À la Biélorussie et au Kazakhstan. Quelle ironie suprême. Pour une superpuissance de l'énergie autoproclamée, c'était l'humiliation ultime. Un vrai retournement de situation de comédie dramatique. Le Kremlin a tenté de cacher sa barre de vie critique, prétextant que de simples débris avaient causé quelques étincelles sans gravité. Sauf que les yeux divins des satellites ont raconté une toute autre histoire, beaucoup plus croustillante. Les signatures thermiques des tours, qui brillaient normalement d'un blanc éclatant, avaient totalement disparu dans les ténèbres. Les usines étaient mortes et glacées, et c'est là que le niveau Volgograd a été débloqué. Si Ryazan était le tutoriel et Novokuybishevsk un coup critique, la frappe sur Volgograd était une masterclass absolue de troll psychologique. Situé tout au sud, Volgograd était la base principale, le point névralgique absolu pour alimenter le front méridional. C'était aussi le biberon géant qui nourrissait les forces d'occupation en Crimée. Coupez ça et c'est la panique assurée. Cette raffinerie, c'est tout simplement la boutique de potions principale pour la flotte de la mer Noire et les blindés du secteur Zaporizhzhia. Les défenseurs s'en doutaient, la cible avait une énorme flèche rouge au-dessus de la tête. Ils avaient donc spammé les buffs défensifs avec des brouilleurs électroniques à tous les étages et carrément posé des campeurs avec des tourelles anti-aériennes sur le toit de la plus haute tour du donjon. Ils se croyaient totalement intouchables. Quelle belle blague! L'attaque ukrainienne n'est pas tombée du ciel comme une banale attaque météore. Les drones ont utilisé un genre de code de triche de navigation, zigzagant tranquillement dans les angles morts des radars, un parcours parfait calculé par les analystes occidentaux. Ils ont foncé sur la raffinerie à une altitude d'à peine 15 mètres, tellement bas que les ondes des systèmes S-300 leur sont passées au-dessus, en mode circuler, y a rien à voir. Les campeurs sur le toit ont entendu le bruit de tondeuses à gazon avant même de voir les engins. Mais c'était déjà le game over, le temps de réaction était à zéro.
Impossible de faire un 360 avec une mitrailleuse lourde pour cibler un drone lancé à 150 km/h en plein dans la base. Le point faible du boss à Volgograd, l'unité de distillation sous vide. Cette machine hors de prix avale les résidus les plus lourds, laissés par le premier raffinage pour les pulvériser encore plus. Un équipement de rang épique, hyper spécialisé et presque impossible à crafter. Quand la charge a explosé sur la tour, ce n'était pas juste un petit malus de feu. C'était un coup critique qui a brisé toute l'intégrité structurelle de la base. La tour a vacillé avant de s'effondrer pitoyablement, emportant avec elle tout le réseau de tuyaux qui alimentait le reste de la raffinerie dans de superbes dégâts de zone. En un claquement de doigts, l'un des plus gros producteurs de carburant du sud de la Russie a été effacé du serveur. L'onde de choc a instantanément infligé un puissant debuff sur les lignes de front. Sur les canaux radio ouverts, on entendait les officiers logistiques pleurer toutes les larmes de leur corps à cause du manque de diesel. Les convois de munitions restaient plantés là comme des PNJ buggés, totalement bloqués avec des jauges de carburant désespérément vides. L'effet d'étourdissement était total. Ces frappes réussissaient là où les sanctions diplomatiques avaient fait chou blanc. Elles supprimaient carrément la ferme à or et l'inventaire logistique de l'État russe en temps réel. Et le coût de cette victoire éclatante pour l'Ukraine, une vraie misère. Une poignée de drones de bas niveau, quelques centaines de litres d'essence et l'ennemi blanche de quelques ingénieurs surmotivés. Dans le secteur énergétique russe, c'était la panique générale. Les gérants des raffineries ont commencé à souder des cages anti-drones en mode panique sur les tours restantes. Un bricolage du dimanche qui ne protège absolument de rien face à une charge creuse de 500 kg. Le ministère de la Défense a vite ordonné le déploiement de groupes anti-aériens mobiles. En gros, des camions à la Mad Max avec de vieilles mitrailleuses montées à l'arrière pour faire des rondes désespérées autour de chaque installation énergétique. Mais la carte du monde est tout simplement trop gigantesque. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires et son réseau de pipeline pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre. Essayer de défendre chaque pixel de ce territoire gigantesque contre un petit drone qui spawn depuis l'arrière d'un pick-up, c'est mathématiquement mission impossible. La stratégie ukrainienne a parfaitement exploité cette faille absolue du système. Ils ont forcé les Russes à diviser leurs statistiques de défense à l'extrême, éparpillant leurs missiles sol-air ultra sophistiqués jusqu'à ce qu'ils ne servent plus à rien nulle part. Chaque batterie S-400 envoyée camper près d'une raffinerie en Sibérie, c'était une arme en moins pour cibler les jets F-16 au-dessus du Donbass. C'était un jeu de stratégie mortel et dans cette partie, la Russie perdait des points de vie à chaque échange. L'automne a pointé le bout de son nez et croyez-moi, la campagne est passée en mode hardcore. Le petit vent frais a filé un buff de malade au moteur des drones, / la densité de l'air parfaite. Résultat, / nos petits moustiques mécaniques pouvaient transporter des cadeaux bien plus lourds, / ou voyager encore plus loin. Et là, les ingénieurs ukrainiens ont sorti leur âme de savants fous. Ils ont commencé à jouer avec l'arbre de compétences des explosifs. Adieu les simples pétards explosifs, / bonjour les douces et terrifiantes charges thermobariques. Le principe est magique, / ça te crache un nuage de carburant en aérosol, / avant de craquer une allumette cosmique. Boum, / une onde de choc colossale te frappe en plein visage, suivi d'un vide absolu qui aspire littéralement l'âme des infrastructures confinées, / un vrai cauchemar industriel. Quand ce petit bijou a explosé dans le labyrinthe de tuyaux de la raffinerie de Volgograd, / ça n'a pas juste cassé 3 boulots. Oh que non, / ça a tordu l'acier blindé comme si c'était de la pâte à modeler mouillée. Le temps de respawn de l'usine, / oublier les semaines, / on parle d'années entières de galère. Le ministre russe de l'énergie, en sueur, a dû appuyer sur le bouton panique, / interdiction formelle d'exporter de l'essence pour calmer les prix. Faut dire que l'inflation avait tapé un bond critique de 40% en un seul petit mois. Aïe. Le citoyen lambda, / qui vivait sa petite vie de PNJ bien à l'abri des réalités de la guerre, s'est soudainement retrouvé face à des pompes à sec / et des prix qui grimpaient plus vite qu'un héros de shonen. La guerre avait finalement toqué à leur porte, non pas avec des bottes de soldats, mais avec de tragiques réservoirs vides. Mais le vrai boss final pour le Kremlin, / c'était l'évolution technique absolument dingue de cette flotte de drones. Au début du jeu, / ces engins n'étaient que de banals avions télécommandés niveau 1.
À l'automne 2025, les trucs qui rasaient les raffineries étaient devenus de véritables robots semi-autonomes. Ils avaient débloqué la compétence ultime, la reconnaissance des contours du terrain. Une technologie cheatée, jadis réservée aux missiles de croisière pay to win coûtant 2 millions de dollars l'unité. Notre petit drone n'avait qu'à pointer sa caméra vers le sol, scanner la zone, et la comparer à sa minimap intégrée. Et voilà, plus du tout besoin de ce bon vieux GPS pour trouver sa cible. Du coup, les milliards investis par la Russie dans le brouillage GPS transformés en vulgaire décoration inutile. Leurs grouilleurs pouvaient hurler des interférences sur les bandes L toute la sainte journée. Le drone s'en moquait royalement. Il n'écoutait pas, il regardait simplement où il mettait les pieds. Échec et mat. Ce saut de niveau a littéralement carbonisé leur bouclier de guerre électronique, un truc qu'ils avaient mis des décennies à farmer, devenu obsolète en une nuit. Le drone traversait la zone de brouillage avec la furtivité d'un assassin de rang S, ciblait tranquillement la douce chaleur de la tour de craquage, et plongeait vers sa proie. La première fois que les Russes ont capté que leur brouilleur était dans les choux, c'est quand les flammes ont commencé à dévorer la raffinerie de Tuapse sur les rives de la mer Noire. Un réveil plutôt brutal. À 4h12, très précise, heure locale, la deuxième vague d'assaut est entrée dans l'arène de Tuapse. Ce complexe géant posé sur la côte de la mer Noire, c'était pas n'importe quoi. C'était l'artère vitale qui abreuvait en carburant les forces russes au sud de l'Ukraine, et leur machine à cache pour la Méditerranée. Le premier drone a balancé son ulti directement sur l'évaporateur Souvine, cette fameuse unité super rare qui sépare les composants lourds du pétrole brut sous basse pression. L'explosion a percé un trou béant de 3 mètres dans le flanc de la colonne. Dépressurisation instantanée, un coup critique. Mais la véritable masterclass de sadisme, elle a frappé 40 minutes plus tard. Les équipes de secours russes venaient tout juste de débarquer, déployant leurs camions à mousse pour calmer l'enfer. Et là, surprise, quand le deuxième drone a fait son entrée, il n'a pas du tout visé l'incendie. Il s'est jeté droit sur la station de pompage principale qui nourrit le fourneau. Une tactique d'une cruauté absolue, mais d'une efficacité redoutable. En pulvérisant les pompes pendant que les pompiers regardaient ailleurs, l'Ukraine s'est assuré que la raffinerie ne pourrait pas juste faire un simple reboot après l'extinction des flammes. L'intégralité du système d'alimentation affichait l'écran de Game Over, fini, caput. Le meilleur dans tout ça, ces pompes centrifuges massives étaient des pièces uniques forgées en Allemagne. Et désormais, sous le coup d'un embargo strict, la Russie ne peut littéralement plus racheter ce loot. Ils doivent piller leur propre base de bas niveau ou essayer de crafter des pièces de rechange complètement éclatées. Le temps de respawn du site de Tuapse, il est passé de quelques petites semaines à des mois entiers de galère. L'effet boule de neige de ces attaques a enfin frappé l'interface du système. Les statistiques ne mentent jamais. Fin septembre, la jauge de production d'essence de leur faction avait chuté de 14%. Aïe! Sur le papier, ça a l'air gérable, jusqu'à ce que tu regardes leur marge de profit microscopique. Le hic, c'est qu'ils consument déjà environ 85% de leur propre carburant juste pour survivre. Les misérables 15% restants, c'était leur précieux loot d'exportation pour financer cette guerre sans fin. Alors avec une chute de 14%, pouf! Leurs revenus d'exportation s'évaporent comme par magie. Game over pour le commerce. Ils ont dû stopper net toute leur vente d'essence à l'étranger. Les grands boss du Kremlin, en sueur pour éviter l'émeute, ont carrément banni les exportations pendant 6 mois. Mais des lois du marché mondial s'en moquent royalement. Le système de commerce est impitoyable. Pas de vente, pas de pièces d'or pour réparer les bases détruites. C'est le début d'une spirale de la mort hilarante. Une raffinerie qui n'exporte plus, c'est tout simplement un bâtiment qui ne génère plus le moindre butin. Et sans butin, impossible d'acheter au marché noir les items légendaires nécessaires pour réparer ces maudites tours. Résultat des courses, une tour en ruine et un malus de production encore pire pour le mois suivant, le karma. Leur magnifique stratégie énergétique s'était transformée en une chute dans les escaliers particulièrement ridicule. Arrivé en octobre, le malus de pénurie a fini par frapper la guilde des fermiers. Leur quête de récolte dans le sud dépendent d'une armée de tracteurs et de camions blindés, qui carburent tous au diesel. Sauf que la jauge de diesel était à sec. Zéro. Nada. Tout avait été siphonné par les tanks en première ligne ou carbonisé dans de somptueux feux d'artifice industriels. Les pauvres fermiers de la zone de Stavropol ont campé 3 semaines pour un drop de carburant.
qui n'a jamais popé. Le prix du diesel au marché noir a fait un bond délirant de 60% en seulement 6 petites semaines. Voilà le coup critique caché de cette ridicule petite invasion de drones. Bien joué. Le but n'était pas juste de bloquer leurs tanks, mais de paralyser les tracteurs qui farmaient leurs ressources vitales. Et sans ressources agricoles, les prix de la nourriture explosent et l'interface crie au scandale. L'inflation crève le plafond et la précieuse stabilité du boss final commence enfin à s'effriter sous la pression. Prise de panique, leur banque centrale a dû booster les taux d'intérêt à 21% pour contrer la folie des prix. Sauf qu'un taux à 21%, c'est littéralement le système qui verrouille toute croissance économique. Plus aucune nouvelle guilde de marchands ne peut spawner. Plus de nouveaux crédits de base et adieu les investissements pour booster le niveau du serveur. Une poignée de petits drones avait réussi l'impossible, infligeant des dégâts économiques que des milliards de sanctions n'avaient même pas égratignés. La riposte militaire, un mélange hilarant de panique totale et de bricolage du dimanche. Ils ont commencé à empiler leurs tourelles Pantsir sur des tours construites à la hâte, juste pour protéger le peu de loot restant. Tout ça dans l'espoir d'étendre la ligne de vue de leur radar contre ces mobs volants de bas niveau. Le seul problème de cette stratégie de génie, une seule tourelle Pantsir coûte la bagatelle de 15 millions de dollars. Rajoutez 200 000 dollars pour la tour de guet et il y a beaucoup trop de cibles sur la map à couvrir. Rien que blinder la zone de Omsk, il faudrait claquer 4 batteries entières pour couvrir tous les angles d'attaque. On parle de 60 millions de dollars de stuff défensif gaspillé pour un seul bâtiment. Et ce stuff hors de prix campe en pleine Sibérie, à des milliers de kilomètres du vrai champ de bataille. Un gâchis cosmique. Chaque tourelle planquée en Sibérie laisse un poste de commandement à découvert à Donetsk. Ils les ont forcés à jouer à un jeu de tas-top mortel. S'ils bougent leurs boucliers vers les raffineries, leurs ennemis s'amusent à atomiser les aérodromes. Boum. Et s'ils ramènent tout vers les aérodromes, les raffineries flambent de plus belle. Quel dilemme délicieux. Autrefois, la taille démesurée de leur map était leur meilleur buff défensif. Aujourd'hui, c'est devenu leur pire malus, un fardeau tout simplement ingérable. Car tu ne peux tout simplement pas défendre 17 millions de kilomètres carrés avec un nombre limité de missiles dans ton inventaire. Et puis bim, l'échec est mat absolu, le coup de maître qui a cassé le jeu. En novembre, la dinguerie a fuité. L'Ukraine balançait des drones liés par fibre optique pour atomiser les raffineries ennemies. Le cheat code ultime, ces petits monstres déroulent un câble ultra fin en plein vol, gardant le joueur branché en direct au boss. Traduction, l'écran du pilote est totalement immunisé contre la magie ennemie, zéro lag. Et les commandes ? Pareil, une résistance de niveau max contre n'importe quelle attaque de piratage. Les systèmes de défense hors de prix déployés par la Russie réduits à de simples presse-papier vu que ce truc crachait allègrement sur les ondes radio. Le pilote pouvait pépèrement balader son petit drone jusqu'à la tour principale, choisir le pixel exact de soudure à casser et tout faire sauter avec la précision d'un sniper fou. Pendant que les brouilleurs russes hurlaient dans le vide en transpirant à grosses gouttes, le petit drone traçait sa route, tranquillement tenu par sa laisse de la destinée. Une astuce du niveau 0 pour humilier une technologie futuriste. Et le pire, ça a fait un carnage absolu. Le crash test sur la raffinerie de Saratov a été le tutoriel parfait de cette humiliation publique. Le machin a traversé le bouclier impénétrable en sifflotant avant de pulvériser les valves de contrôle sans forcer. Résultat, un écran de game over massif qui va bloquer l'usine jusqu'au printemps 2026, minimum. Parce que voyez-vous, couper le courant en été, c'est sympa. Le pétrole fait juste la sieste dans la tuyauterie. Mais provoquer une panne géante pendant le terrible hiver russe quand le thermomètre plonge à moins 30 degrés Celsius, l'or noir se fige, devient une pâte immonde et se transforme littéralement en gélatine géante qui paralyse tout le système. Ajoutez à ça l'eau qui gèle et boum, les tuyaux explosent comme de vulgaires ballons. Un arrêt d'urgence en plein mois de janvier, c'est le sort d'apocalypse direct. Le donjon tout entier se retrouve réduit à néant, terrassé par un simple coup de froid. Pathétique. Ces génies tactiques l'avaient prévu. Ils ont lancé leur coup critique d'automne pile quand le givre pointait son nez. Les dégâts de l'explosion n'étaient qu'une petite attaque de base ridicule. C'était le sort de congélation ultime qui a véritablement achevé la bête.